Canal érudit officiel. S'écrit parfois à l'envers, car l'échec est le carburant du succès. Merci. Alors, je vois ces questions, je ne sais pas si je peux bien comprendre. Ma question est, avez-vous une idée de comment cette présidence va être répondre des produits localement sur le marché congolais? Posez la question. À part ensemble des produits sur le marché. Avez-vous une idée sur comment se présente la demande? Ah, la demande. Ok. Je reprends ou je comment avez-vous pu mettre ce que vous êtes dans l'organisation qui consomment des produits et puis à se poser des questions et à faire des choix et la deuxième question est si vous pouvez le numéro de façon de travailler et de comment poser avec d'autres beaucoup parlé quand j'étais derrière, c'est que en Afrique, ou disons en RDC, les gens ont tendance à soutenir beaucoup plus facilement une vision portée par un homme, qu'il soit jeune, qu'il soit, peu importe son âge. Quand c'est un homme qui porte une vision, les personnes autour de lui vont forcément le... Certains qui se disent avoir déjà réussi ont pu réaliser. Donc encore une fois, nous attendons l'entrée de Madame Elibeki qui va nous raconter son histoire, ses défis, ses échecs et sa réussite pour pouvoir motiver tout un chacun de nous. Lundi, je vais être médecin, mardi, je vais être pilote, mercredi, je vais être ci, jeudi, je vais être ça. Mais on va dire que c'est les circonstances qui ont fait que je me retrouve à étudier les sciences agricoles et j'ai beaucoup aimé. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne regrette pas d'avoir choisi cette voie-là. Maintenant, s'il faut revenir à moi, Elimbeki, au-delà des casquettes, au-delà de tous les prix qu'on peut voir, je dis toujours que moi je suis quelqu'un de très simple. Je suis quelqu'un de très simple dans ma façon de vivre. Je suis quelqu'un de très simple dans ma façon de réfléchir. J'aime les choses simples. Et très souvent, quand je dis que je suis casanière, on me dit « Ouais, mais une casanière qui fait le tour du monde. » Mais là, en fait, on est un peu obligé. Lorsqu'on a des opportunités, on va à gauche, on va à droite parce qu'on a une vision, on a cette vision-là qu'on veut mener beaucoup plus loin. Mais de façon générale, Elimbeki, c'est une femme simple, qui aime les choses simples, qui est casanière. Quand je ne suis pas en voyage, je suis à Kinshasa, mais je suis tout le temps à la maison, en fait. Ok, merci. Donc, on comprend que c'est pas forcément ce que vous souhaitiez devenir depuis toute petite. Donc, sur base de ce que vous venez de dire, à quel moment précis vous aviez eu cette idée de devenir ce que vous êtes? Est-ce que c'était pour répondre à un besoin ou Alors, le déclic, il est parti de l'enfance.
C'est vrai que je ne voulais pas forcément me lancer dans cette filière-là à ce moment-là. Mais voilà, en repensant, je me rends compte vraiment que le déclic est parti de là. Moi, étant très jeune déjà, j'étais une enfant très curieuse, hein. J'avais pour habitude de lire... Vous voyez, quand on achète un nouveau produit, que ce soit un produit cosmétique, que ce soit un produit alimentaire, etc., j'avais toujours tendance à lire les petites écritures derrière les produits pour savoir, mais tiens, qu'est-ce qu'il y a dedans, à quoi ça sert, ça c'est quoi, etc. Et en faisant ça, je suis tombée un jour sur un paquet de cubes, peu importe les marques, hein, franchement il y en avait plein. Je suis tombée sur un paquet de cubes et j'ai décidé de lire ce qu'il y avait écrit derrière le paquet. Et en lisant, je me suis rendu compte que je ne comprenais absolument rien. Vous savez, dans de l'eau, par exemple, on va vous dire qu'il y a de l'eau, il y a peut-être du chlore, je sais pas, tout ce qu'on utilise voilà, pour assainir l'eau. Mais vraiment, dans ce paquet-là, il y avait des mots tels que maltodextrine, glutamate monosodique. Et moi, du haut de mes, je sais pas, 8 ans ou 9 ans, j'étais intriguée, mais c'est quoi qu'on mange en fait? Et plus loin, en grandissant, quand j'ai eu un téléphone, j'ai commencé à faire des recherches par rapport à ça. Maltodextrine veut dire quoi? Ça sert à quoi dans le bouillon? Pourquoi il faut qu'on en mette? Le glutamate, c'est quoi? À quoi ça sert, etc. Et en faisant ces recherches-là, sans réellement chercher un souci ou un problème, c'était simplement de la curiosité, parce que moi, j'aimais aussi parfois faire des petites formulations. Pour nous qui sommes des femmes, on aimait faire les petites formulations pour les cheveux et autres. Donc, vraiment, je ne cherchais pas la petite bête. Et c'est en faisant ces recherches-là que je tombe sur un article sur Google. Je pense le nom de l'article, c'était « Attention, dangerosité des bouillons et autres ». Ça attire mon attention et je décide de lire l'article. Je le lis en entièreté et là, j'apprends des choses qui me choquent. Un bouillon cube de 4 grammes, à lui seul, peut contenir 3 grammes de sel et juste 1 gramme de... Voilà. Donc, on ne consommait que du sel rempli de colorants, rempli d'éléments chimiques et à forte consommation, selon certains nutritionnistes, c'est des produits qui allaient causer des cancers à long terme, qui allaient causer des maladies telles que l'hypertension artérielle, etc. Donc vraiment, à partir de ce moment-là, je me suis posé une question. Est-ce que c'est nous qui ne savons pas produire ou alors c'est beaucoup trop compliqué pour nous? Est-ce qu'on n'est pas assez intelligent pour faire ce genre de produit de façon responsable, de façon plus saine? C'est vraiment quelque chose qui m'intriguait, hein. Parce que dans la plupart des cas, au-delà du fait que les bouillons cubes étaient bourrés de toutes ces choses-là, c'était des produits importés. Donc le premier bouillon cube que j'ai vu, je pense qu'il venait de l'Europe. Après, il y en avait qui venaient d'un peu partout, de l'Asie, etc. Donc, aucun n'était africain, hein, pour ne pas dire congolais. Rien qu'africain, il n'y en avait pas. Donc il fallait que ces bouillons-là parcourent des milliers de kilomètres pour arriver à nos assiettes. Et pourquoi? Est-ce qu'on n'était pas assez intelligent? Est-ce qu'on n'avait pas assez de matières premières? Est-ce qu'on n'avait pas assez de matières grises? Vraiment, le souci, c'était lequel? Et quand est venu le moment de choisir une filière à la fac, à l'université, je me suis naturellement penchée vers les sciences agricoles et plus tard, j'ai choisi l'agroalimentaire parce que je voulais apprendre comment fabriquer certains produits et pas uniquement les bouillons cubes. Comment on fait de la mayonnaise, par exemple? Pourquoi la mayonnaise qu'on consomme doit venir, je dis n'importe quoi, de Chypre? Pourquoi le café qu'on consomme doit venir de la... Vous voyez un peu? Donc, on a de la matière première, on a de la matière grise. En fait, j'ai fini par conclure qu'on avait de la matière grise parce que moi, de ma première année à la dernière, j'ai vraiment beaucoup appris. J'ai appris à faire énormément de choses. Et on est des milliers comme ça à sortir de la fac d'agronomie. Mais pourquoi personne ne crée? Pourquoi? Donc j'avais vraiment beaucoup de questions et il fallait justement que j'aille faire ces études-là pour répondre à cette question en fait. Donc aujourd'hui, je sais éventuellement faire des bouillons d'assaisonnement, des bouillons pas forcément en forme de cube, mais des bouillons d'assaisonnement et pas mal d'autres produits alimentaires qui malheureusement, pour la plupart viennent d'ailleurs, mais on apprend à faire ces choses-là ici, donc oui, on a de la matière grise. La matière première, n'en parlons pas, on produit. Moi, je connais des agriculteurs qui
se plaignent de ne pas savoir écouler leurs marchandises, faute de marché, etc. Alors qu'on peut très bien les transformer, on peut très bien les valoriser et proposer justement des marques qui vont être locales et qui vont faire de la compétition à toutes celles qu'on connaît déjà. Ok, donc je comprends que c'était pour répondre à vos questions, vos propres questions. Ouais, exactement. Et c'est ça qui vous a motivé tout le long de votre cursus académique. Oui, et j'étais très impatiente. Vous voyez, quand vous arrivez en première année en fac d'agronomie, on va pas directement vous montrer une palette d'aliments. Allez-y, fabriquez ça. Au début, vous avez des cours comme la chimie, vous avez des cours comme la biologie, vous avez les maths, vous avez tout un lot de cours. Et moi, j'étais impatiente. Très souvent, je demandais à mes profs, mais à quel moment on va faire la mayonnaise? À quel moment je vais faire la sauce tomate? À quel moment on va faire ci? À quel moment? Et moi, j'ai anticipé. Moi, j'ai pas appris à faire les bouillons que je commercialise aujourd'hui à la fac. Parce que j'ai commencé mes toutes premières formulations en G1, où on ne nous apprenait pas forcément à faire ça encore. Mais j'étais tellement impatiente que j'ai commencé à faire des petites formulations dans la cuisine de ma maman. Et les premières fois, ça n'a pas marché, les gens n'ont pas forcément accroché. On a amélioré la recette au fil des mois, etc. Et au fil des leçons, au fil du temps, donc en mon temps de promotion, j'ai appris à conserver, j'ai appris à stabiliser le produit, etc. Donc c'est comme ça que c'est parti, quoi. Ok, je vous ai bien suivi et je pense que ce n'était peut-être pas votre rêve depuis votre enfance, mais je pense que ce qui vous a poussé à en arriver là, c'était plutôt parce que de un, vous étiez curieuse. Exactement. Après la curiosité, vous avez dit que vous aimez anticiper et ça, ce sont des points qu'il ne faut surtout pas négliger pour ceux qui veulent entreprendre. Et de ce fait, pendant votre cursus académique, vous avez dit que c'est ça qui vous a motivé. Mais on suppose qu'à un moment donné, il y a eu des difficultés. Et moi, nous aimerions bien savoir c'était quoi ces difficultés principales. Alors, les difficultés par rapport à mon cursus ou par rapport à l'entreprise? Par rapport à votre cursus. Ah, d'accord. Alors, je me rappelle le premier jour. Le premier jour que je me suis inscrite en agronomie, il fallait attendre lundi, donc moi j'étais stressée. Moi j'ai fait le meeting et les bâtiments étaient tellement grands que ça m'intimidait. Le premier jour à la fac, j'arrive. Vous voyez les gens qui sont tout autour des facs là, ceux qui vendent du crédit, de l'eau, etc. Il y a un monsieur qui m'arrête, s'il vous plaît, je viens, je lui dis oui. Oza Awa, il monte la fac d'agronomie. Je dis oui. Maman, kikuna punani, yoko beba. Donc en fait, ce qu'il essaie de me faire comprendre, c'est que toutes les femmes qui vont faire agronomie, elles ressortent de la fac moche. Et ça, c'est vrai que sur le moment, j'ai rigolé. J'ai beaucoup rigolé parce que c'était drôle. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti pendant tout le cursus. C'est que quand tu es une fille et que tu es particulièrement belle, que ce soit même dans la façon qu'on a de te traiter. Donc moi, j'ai vraiment ressenti ça. Et du coup, le défi que j'avais par rapport à ce cursus-là, c'était, non seulement il fallait réussir, parce que agronomie, c'est pas uniquement planter. Moi, j'ai fait la chimie, donc il fallait apprendre énormément de choses. Et au-delà de ça, je devais prouver que j'étais à ma place. Parce qu'à chaque fois que tu dis que tu fais les sciences agronomiques, on me disait, mais tu ressembles pas à ce que tu fais en fait. Pourquoi tu vas pas en communication? Je dis, mais en communication, les filles ressemblent à quoi? Une fois, je suis même allée en communication parce que j'étais curieuse de voir, mais les filles de communication ressemblent à quoi? Ouais, mais pourquoi tu n'as pas fait le droit? Donc en fait, on m'attribuait toutes sortes de cursus, sauf celui que je faisais. Donc du coup, j'avais cette double pression-là. Je devais à la fois réussir, mais aussi bâtir ma crédibilité en tant que personne. Vous voyez? Donc vous pouvez être dans un groupe d'études où tout le monde prend la parole, chacun donne son point de vue. À toi, on ne te pose jamais la question parce qu'on suppose que tu n'as pas ta place ici. Tu es beaucoup trop apprêtée pour être étudiante en agronomie ou alors, tu es beaucoup trop maquillée pour être étudiante en agronomie. Donc, il y a vraiment ce stéréotype-là qui fait que lorsque les femmes veulent justement se lancer dans ce genre de cursus, elles ont peur.
parce qu'elles se disent que bon, au final, là-bas, si je vais ressentir comme une folle, moi je suis une femme, je vais rester féminine, etc. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Mais par rapport à tout ça, par rapport à cet aspect, comment les gens vous voyaient, c'est quelle attitude que vous aviez face à tous ces comportements-là? Alors déjà, je n'ai pas arrêté d'être féminine à cause de ça. Parce que, qu'on veuille ou pas, je suis une femme, je le reste. Peu importe ce que je décide de faire, je dois rester. Alors moi, je suis, vous savez, hein, les premières années là, tu quittes l'école, tu es enfin à la fac. Moi, par exemple, j'avais pas les oreilles percées. Hein. J'ai percé mes oreilles pendant les vacances parce que je devais aller à la fac. Pour moi, la fac, c'était voilà un nouveau monde où je peux enfin exprimer mon style, etc. Parce qu'à l'école, on est en uniforme, on est en bleu blanc, etc. Donc, j'ai vraiment fait une garde-robe de fille parce que je me dis, ok, c'est la fac, mais voilà quoi. Moi, je mettais souvent des robes, alors qu'en agronomie, pratiquement tout le monde était en pantalon, que ce soit les filles, que ce soit les garçons. Bon, les garçons étaient un peu obligés d'être en pantalon. Donc, tout le monde était en pantalon, tout le monde s'habillait d'une certaine façon. Et quand tu sors du lot, tu attires l'attention et l'attention que les gens ont sur toi n'est pas toujours positif. Hein. Il y en a qui vont te coller une étiquette, il y en a qui vont se dire ci, qui vont dire ça. Mais après, on va pas changer qui on est parce qu'on a décidé de faire les réviser ici pour les examens. Toi, tu es au Sénégal en train de faire autre chose et des choses parfois que eux ne connaissent pas, pendant que eux sont en groupe en train d'étudier pour une interrogation. Toi, tu es à Paris en train de négocier un contrat. Donc, ça crée une sorte de fossé, mais pas toujours, c'est pas toujours négatif. Hein. On sait qu'on est amis, on sait qu'on s'appelle, on va se soutenir dans différents moments, que ce soit dans la douleur, dans la joie, etc. Mais Bonsoir. Dites-nous un peu par rapport à ces catégories d'identité intervenante festival. Vous avez parlé plus sur l'échec, le carburant du succès. Vous pouvez un peu simplifier cette thématique? Alors déjà, j'aimerais féliciter l'organisation parce que c'est vrai qu'il y a des sujets dont on ne parle pas forcément. Et ce genre de plateforme permet justement à ce que ceux qui se sont lancés puissent inspirer et raconter un peu leur parcours à ceux qui désirent se lancer. Et c'est vrai que j'ai beaucoup parlé d'échecs parce que les gens ont tendance à idéaliser l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est beau, c'est glamour, mais je pense qu'il est important de mettre en avant les échecs, les parcours qui peuvent être beaux et pas beaux à la fois. Et tout ça fait partie du parcours et j'ai insisté sur le fait que l'échec n'est pas fatal. Lorsqu'on échoue, on a ce carburant-là naturel qui nous pousse à aller encore plus haut et encore plus loin. Donc moi j'ai eu à pas mal échouer et ça m'a motivée à ne pas justement baisser les bras, à développer de la résilience, de la confiance. Et aujourd'hui, c'est vrai que je continue d'échouer parce que ça fait partie justement du parcours. Mais on prend les choses différemment. On sait qu'il faut passer par des échecs pour justement arriver à ce qu'on aspire. Alors, avant-dernière question, Madame Kelly, vous savez bien, dans notre pays, il y a des fortes potentialités agricoles. Exactement. Et aujourd'hui, si nous regardons les secteurs agricoles, c'est parmi les secteurs qu'on a négligés, pour ne pas dire abandonnés. Même en termes de répartition de terres. Moi, je suis très contente que vous me posiez cette question parce que on sait que l'agriculture, c'est un métier d'avenir. On est d'accord. Et notre pays en particulier regorge justement énormément de potentialités. On parle de plus de 80 millions de terres arables et malheureusement qui ne sont pas exploitées ou exploitées qu'à petite échelle. Donc moi, j'aimerais parler aux autorités, mais revenir vraiment sur les fondamentaux. Parce que l'agriculture est un métier qu'on dévalorise parce que ça ne fait pas assez joli. Aujourd'hui, quand vous dites que vous êtes agronome, on a tendance à vous, pas à vous minimiser, mais à ne pas vous trouver élégant. Et tout ça commence depuis les bancs de l'école. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'à l'école, lorsque l'agriculture devient une punition, lorsqu'un enfant a commis une bêtise, allez, va faire les champs derrière l'école, va labourer ceci, va labourer cela. Dans la tête de l'enfant, l'agriculture, c'est la punition,
L'agriculture, ce n'est pas forcément un métier, c'est ce qu'on fait quand on n'a rien d'autre à faire, c'est ce qu'on fait lorsqu'on n'a plus rien à faire, etc. Et je pense que ça joue énormément sur la perception de l'enfant lorsqu'il grandit. Vous voyez, moi, très souvent, j'ai entendu des enseignants le dire. Donc, tu as fait une bêtise, allez, tu vas finir agriculteur comme je ne sais pas qui. Donc, aujourd'hui, les gens veulent réussir parce qu'ils ne veulent pas finir agriculteur. Et depuis qu'on est petit, on nous fait croire, on nous fait penser que l'agriculture, c'est un métier de l'échec. Lorsque vous ne réussissez pas à l'école, lorsque vous n'êtes pas attentif aux cours, Canal érudit officiel.